Bonne année et surtout bonne santé. À 100 va l'entendre. Bonne année, bonne santé. Et pourquoi dire bonne année à quelqu'un qui a une maladie chronique? Comment se sent la personne qui a une maladie chronique et comment ça vous fait, vous, de lui souhaiter une bonne année? Et parfois on rajoute, ah mais bonne santé, surtout bonne santé, c'est ça qui est important. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose. Ce que je vais partager dans cette vidéo ne se substitue pas à un suivi médical. Le diagnostic, c'est important. Le suivi médical, c'est important. La médecine est indispensable et ce message vient en complément, jamais en opposition. Si vous vivez avec une maladie chronique, peut-être que certaines phrases vous toucheront dans ce que je vais raconter. Peut-être que d'autres vont vous déranger. C'est normal. J'ai moi-même vécu avec deux maladies chroniques incurables. Et je sais combien certaines paroles peuvent blesser quand on souffre. Cette vidéo n'est pas là pour juger, ni pour dire que la maladie serait une faute. Elle est là pour ouvrir des pistes, pour redonner du pouvoir intérieur et rappeler qu'il existe des ressources pour aller mieux, même quand on a une maladie chronique, même incurable. Parce que souhaiter bonne santé, ça suffit vraiment pas toujours pour être en bonne santé pendant toute l'année qui arrive. La santé se construit. Elle ne tombe pas du ciel. Parfois, quand on vous dit bonne santé et que vous êtes malade, vous vous sentez mal, vous avez l'impression qu'on ne vous reconnaît pas, qu'on n'accepte pas votre souffrance, qu'on vous juge, qu'on fait comme si vous n'existiez pas d'ailleurs. Et soi-même, quand on va dire bonne santé à quelqu'un qui est malade, on est un peu en difficulté. On va lui dire bon courage, je suis avec toi. La compassion, c'est important. Donc, quand on vit une maladie chronique, eh bien, recevoir ce bonne santé, ça peut être vraiment un moment très difficile. Et ça peut choquer, blesser et même mettre en colère. Et pourtant, il existe des façons d'aller vers plus de mieux-être sans nier la maladie, sans s'y identifier totalement et sans se battre contre soi. Je vais vous partager 6 histoires. Ce sont des exemples, pas des vérités absolues bien sûr, des pistes possibles pour aller mieux quand on a une maladie chronique. La première histoire, c'est l'histoire de Clarisse. Clarisse a 42 ans et elle souffre d'une fibromyalgie. C'est très difficile la fibromyalgie. En permanence, Clarisse a des douleurs partout, depuis des années, des douleurs diffuses, une fatigue profonde et surtout l'impression de ne jamais être comprise. Son système nerveux est constamment en alerte. Pendant longtemps, longtemps, elle a tenu bon. Elle a même minimisé les signaux de son corps, jusqu'à ce que son corps dise stop. Et le chemin vers plus de mieux-être a commencé quand Claire a appris à ralentir, à s'intérioriser, à écouter ses besoins profonds dans l'instant. Ainsi, ça a pu apaiser son système nerveux. Elle est sortie progressivement de la lutte. Il fallait qu'elle gagne contre la maladie. Mais c'est pas comme ça qu'elle a réussi. Elle a réussi en écoutant vraiment ses besoins, en regardant ce qui lui arrivait au niveau émotionnel et aussi en se créant un sentiment de sécurité intérieure. Je vous reparlerai de la méthode Reset Zero Stress qui est vraiment faite pour ça. La bonne santé ici, ce n'est pas l'absence totale de douleur, c'est plutôt arrêter de lutter contre la maladie, plus de douceur, plus de relation avec soi-même et souvent une relation un peu différente avec soi-même et avec les personnes de son entourage, les personnes de son environnement et les événements. Donc, en faisant cela, peu à peu, Clarisse a commencé à aller beaucoup mieux. Et elle a repéré les moments où c'était plus actif et les moments où ça l'était moins. Bref, la bonne santé, c'est le moment où le corps arrête de crier au secours
et nous laisse tranquilles. La deuxième histoire est une histoire qui me touche beaucoup, c'est l'histoire de Juliette. Pourquoi ça me touche beaucoup? Parce que Juliette a 25 ans quand on lui diagnostique une spondylarthrite ankylosante. C'est exactement ce que j'ai vécu. Et d'ailleurs, entre 25 ans et 30 ans, je n'ai pas eu de diagnostic parce qu'en fait, à l'époque, j'étais danseuse, une danseuse, on va dire, quasiment professionnelle. J'ai commencé à perdre la marge, j'ai commencé à plus pouvoir danser, bien sûr, vivre normalement. Je passais des nuits d'enfer, enfermée dans un corset de ferraille dans mon ressenti. C'était donc une spondylarthrite ankylosante et 5 ans après, on m'a découvert la maladie. On a commencé à me donner des anti-inflammatoires, des tas de médicaments qui m'ont soulagée, ça c'est sûr, c'était super précieux. Donc surtout, n'arrêtez jamais les traitements, euh, soyez suivi par un médecin. Mais dans la spondylarthrite ankylosante, qui fait partie des maladies auto-immunes, c'est comme si on s'attaquait soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un gène défectueux qui s'appelle le HLA-B27, et le corps, au lieu de donner une réponse adaptée, il a une réponse complètement erronée. Et le corps s'attaque lui-même en résonance avec ce gène, le HLA-B27. Alors à ce moment-là, les ligaments entre les vertèbres s'ossifient et là vraiment, on perd la marche, on a du mal à prendre les objets. Enfin bref, c'est une maladie assez difficile et surtout aujourd'hui encore déclarée comme incurable, mais moi je suis guérie depuis des années. Donc on s'attaque soi-même sans le vouloir. C'est comme si à l'intérieur de soi, il y avait un conflit permanent, un mode alerte en permanence. Alors Julie, elle a toujours été forte, courageuse, responsable. Moi aussi, je faisais ça. Moi, je vais décider que je gagnerai contre la maladie. Eh bien, ça a commencé à changer quand j'ai décidé non pas de lutter contre la maladie, mais lutter avec. Voilà, accepter ce qui est, regarder ce qui déclenche les crises de spondylarthrite ankylosante et regarder ce qui apaise aussi. Juliette, comme moi, elle n'aimait pas déranger. Elle essayait de tenir dans toutes les situations. Elle avait appris très tôt dans l'enfance à s'adapter et à refouler ses émotions. Et le travail intérieur, pas que ça évidemment, mais quand même assez fondamental, que Juliette a fait et que j'ai fait aussi, a été de se rapprocher de son état émotionnel, de son ressenti intérieur et d'écouter ce que le corps exprimait à travers l'inflammation. L'inflammation, c'est de la colère refoulée. L'inflammation, c'est qu'est-ce qui me met en colère et comment je peux me faire respecter, faire valoir mes besoins et trouver des issues pour être tranquille à l'intérieur. La colère, c'est aussi l'affirmation de soi, mais sur le mode inflammation, évidemment, la maladie va évoluer. Il s'agissait pour Juliette de sortir des loyautés invisibles inconscientes. Par exemple, Juliette, mais c'est aussi mon cas, a toujours été dans une famille où on était malade. Sa mère était gravement malade toute sa vie. C'est aussi mon cas, c'est très intéressant. Et en fait, quand on vit ça, on a l'impression que si on est malade, on est loyal vis-à-vis de sa famille, puisque en fait, c'est comme une identité. Si je suis malade, je suis loyal, je fais partie du clan, et si je ne suis plus malade, eh bien, je trahis des choses inconscientes qui sont là et qui font que la famille se sent soudée. Donc c'est très subtil tout ça, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi. Et puis, euh, Juliette a fait ça, d'essayer de se donner des permissions sans se culpabiliser. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais bref, on a des ressources insoupçonnables, mais vraiment la bascule pour moi, ça a été arrêter de lutter contre et de lutter avec. Ensuite, une maladie auto-immune, c'est pas une trahison du corps. C'est souvent le corps n'a pas trouvé d'autres modalités pour crier au secours. Là, il est plus à murmurer, ça va pas, ça va pas. Là, il crie carrément au secours. La troisième histoire, c'est l'histoire de Sylvie. Sylvie souffre de migraine chronique. Parfois, elle va se retrouver pendant 3 jours couchée au lit avec un mal de tête terrible.
Et là, évidemment, elle ne peut pas aller travailler. C'est très compliqué quand on a une migraine chronique parce que les gens ne comprennent pas. Les gens se disent, bon, t'as mal à la tête, prends un médicament, ok, mais ça soulage pas suffisamment, ou un petit peu. Mais c'est vraiment terrible, la migraine chronique. Et donc, Sylvie a toujours la tête à ce moment-là pleine, trop de pensées, trop de responsabilités, trop de charge mentale, qui sont souvent des déclencheurs de sa migraine chronique. Mais au début, elle l'a pas repéré. Petit à petit, elle va commencer à repérer. Sophie, c'est une fille super. Elle fait tout comme il faut. Mais son corps lui impose un arrêt. Quand c'est trop, le corps dit stop. Il va nous obliger à nous arrêter. Et nous obliger à nous arrêter, c'est nous obliger à nous intérioriser, à aller voir la partie de nous qui souffre et qui cherche à nous dire quelque chose de notre propre histoire, souvent de nos émotions non régulées et de nos blessures émotionnelles. Les migraines de Sophie ont commencé à s'espacer quand elle a commencé à repérer les signaux, les déclencheurs avant la crise de migraine. Donc elle a vraiment repéré ça. C'était des choses au niveau relationnel avec son chéri, mais aussi des éléments un peu extérieurs, moins émotionnels a priori, mais en fait qui résonnaient dans sa propre histoire. Elle a arrêté de se justifier. Elle a accepté ce qui était, elle a commencé à s'écouter en profondeur. Et elle a posé des limites et surtout, elle a accepté de ne plus être parfaite. Ça, c'est vraiment un piège. Le corps n'est pas contre nous. Il nous protège de ce qui parfois nous dépasse. C'est ainsi que peu à peu, les migraines de Sophie se sont apaisées, espacées, beaucoup espacées, et qu'elle en est arrivée à vraiment ne plus vivre ces 3 jours de migraine couchée au lit. Elle sait maintenant comment faire quand la migraine arrive et surtout, elle sait repérer les déclencheurs. La quatrième histoire, c'est l'histoire de Marc. C'est l'histoire d'un syndrome de fatigue chronique. Marc se sent épuisé, épuisé depuis des années. Tout est lourd, chaque effort lui coûte. Il a longtemps cru que le temps ferait l'affaire. Ça va s'arranger avec le temps, se disait-il. Puis il a compris que cette fatigue était un message, un besoin profond de repos, d'apaisement intérieur, de sens et surtout de respect de ses propres limites. Il a commencé à aller mieux quand il a commencé à arrêter de forcer. Forcer, c'est vraiment pas une bonne idée la plupart du temps. Écouter son corps. Et il a appris surtout à répondre à ses besoins profonds, sans chercher à plaire, à faire plaisir à l'autre. C'est-à-dire que pour éviter les conflits, il disait oui à tout. Donc là, il a commencé à poser des limites et ça l'a beaucoup aidé. La cinquième histoire de maladie chronique, c'est l'histoire de Nadia, qui avait des troubles digestifs chroniques. Elle souffrait très très souvent, souvent après les repas, mais même parfois avant même de manger. On dit parfois, ah, quand il m'a dit ça, ça m'est resté sur l'estomac. Eh bien, c'est un peu de ce côté-là. Son ventre réagissait à tout un tas de situations, au stress, à des conflits non gérés, à des non-dits, à des secrets de famille qu'elle pressentait. Elle a compris que son corps exprimait ce qu'elle n'osait pas se dire ou qu'elle n'osait pas entendre. En apprenant à exprimer ses besoins, à exprimer ses émotions aussi, en apprenant à gérer les conflits sans perdant ni gagnant, c'est possible, en vraiment en étant sur la possibilité que chacun exprime son besoin, faire des demandes, s'écouter, coopérer. Et en écoutant son intuition, elle a commencé à aller beaucoup mieux. Ses symptômes ont commencé à s'apaiser et elle a compris que tout ne se digère pas avec le mental. La sixième histoire et la dernière, c'est l'histoire de Mélanie. Alors c'est aussi une histoire qui me touche beaucoup parce que Mélanie avait un psoriasis. Moi, j'ai eu un psoriasis en gouttes
déclaré comme incurable. Et on va dire qu'en très peu de temps, alors j'ai galéré parce que le diagnostic, c'était on savait pas. Mais quand le diagnostic est tombé, un grand professeur à l'hôpital d'une grande ville m'a dit, c'est incurable. Alors, c'était quoi ce psoriasis? J'avais des pustules sur les bras, sur les jambes, à l'intérieur du corps, partout à l'intérieur. On va voir que c'est intéressant le fait que ça soit qu'à l'intérieur du corps. Et évidemment, je ne pouvais pas mettre mes jambes à l'air. Quand l'été est arrivé, c'était l'enfer. Parce que la peau, c'est la frontière entre soi et le monde. Et la plupart du temps, les problèmes de peau nous parlent de conflits de séparation. Et Mélanie était dans la même configuration que moi. C'est-à-dire qu'elle venait de divorcer, de décider de divorcer. Elle était complètement OK avec son chéri, c'était d'accord. Moi, c'est pareil. On avait décidé de divorcer après pas mal d'années de mariage. On était d'accord sur tout. Mais il y avait un hiatus entre la femme qui raisonnait, qui était d'accord pour la séparation, pour le divorce, et la petite femme, ou je dirais même mieux les petites femmes intérieures, qui, elles, n'étaient pas d'accord. Notamment pour moi, c'était ma petite femme qui avait rencontré donc mon mari, qui avait été très amoureuse, ma petite femme qui s'était mariée, la petite femme qui a eu le premier enfant, le deuxième enfant, etc., etc. J'avais plusieurs petites femmes, on pourrait parler des enfants intérieurs qui sont bloqués, qui sont comme des parties exilées. Et bien là, j'avais des parties exilées qui n'étaient plus dans l'histoire et qui criaient au secours avec la souffrance, parce que la raison ne faisait pas taire la blessure émotionnelle de cette séparation, de ce divorce. Pour Mélanie, c'était pareil. La tête disait oui, mais le corps disait non. Le corps, c'était en fait le ressenti intérieur, le ressenti émotionnel. On retrouve ça dans d'autres pathologies. Alors pour moi, le chemin, ça a été vraiment de me libérer les petites femmes intérieures, comme on libère l'enfant intérieur. Voilà, je suis aujourd'hui formée à ça. À l'époque, je ne l'étais pas, mais j'ai utilisé des outils que j'avais déjà. Vous avez sûrement d'ailleurs des outils. Et j'ai commencé à accepter ce qui est, et puis à regarder si le ressenti après était vraiment accordé avec ma raison. Finalement, je me suis libérée, on va dire, de ces petites femmes intérieures et des programmes obsolètes qui étaient rattachés, qui faisaient que je ne devais pas, je m'étais mariée pour la vie, donc je devais rester avec cet homme-là pour la vie. J'ai beaucoup utilisé personnellement la méthode que j'utilise maintenant pour accompagner les personnes, Reset Zéro Stress, parce que quand la mémoire sensorielle libère, le corps peut enfin respirer. Pour conclure, cette vidéo a pour objectif, quand on souhaite la bonne santé, de vous inviter à garder espoir, douceur et chercher vos ressources internes. Vous l'avez compris, se dire bonne santé, recevoir bonne santé ne suffit pas. La santé se construit en observant les signaux avant les premiers symptômes si on peut, en allant à la racine émotionnelle de ce qui parle dans l'inconscient bien évidemment, mais on peut le faire à partir du présent. Il est possible de se libérer du passé au présent avec Reset Zero Stress, en cessant de croire que le temps va régler l'affaire. Ce n'est jamais le temps qui règle l'affaire. Aujourd'hui, ma philosophie de vie et mes croyances, c'est de croire que chaque événement stressant peut devenir une opportunité de libération. Libération émotionnelle, bien évidemment. Chaque symptôme a un message. Même avec une maladie chronique, il est possible d'aller mieux. Ça peut être un premier pas. On va repérer que, tiens, d'habitude, quand je vivais ça, j'étais plus mal. J'avais plus mal à la tête. J'avais plus des douleurs quand j'ai de la fibromyalgie. Et puis après, on va s'apercevoir que quand je réponds à mes besoins, que je m'écoute en profondeur, sans chercher à plaire, sans chercher à supporter tout, c'est-à-dire ça, la problématique des conflits, eh bien, ça va de mieux en mieux. Parfois, on accepte tout, parce que c'est la famille, parce qu'on ne veut pas déplaire, parce qu'on ne veut pas être rejeté. Et parfois, le premier pas à faire vers soi, c'est d'arrêter de se battre contre soi-même. Je l'ai dit tout à l'heure,
Non pas lutter contre les symptômes, mais avec. Écouter ce qu'ils nous racontent. Écouter en profondeur et dans le présent. Alors, je vous offre un e-book. Comment arrêter de somatiser? J'y ai écrit 10 questions essentielles à se poser pour prévenir les somatisations. Il y a aussi des exercices flash à faire et qui sont efficaces pour s'accompagner vers le meilleur et des clés pour vieillir en bonne santé émotionnelle et, je le souhaite, physique. Dis donc, tu connais le secret? Le secret de quoi? Pour pas avoir des douleurs. Pas avoir des douleurs. Alors donne-moi le secret. Eh bien, quand ta tête dit oui, la tête dit oui, dans une situation, et ton corps il dit non, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu écoutes ou tu fais n'importe quoi? Ben, si mon corps dit non, il vaut mieux que j'écoute mon corps que ma tête. C'est ça, c'est ça. Sinon, ils ont crié avec une somatisation. Et là, ça fait mal. Oui, ça fait mal, les somatisations. Merci, Cannelle.